Bonjour ou bonsoir. Comme tous les matins, Mathieu va emmener Thomas à l'école en voiture. Mathieu, c'est un homme d'affaires qui a une entreprise, qui a réussi dans l'import-export. Il habite dans le sud de la France. On est dans les années 70-75. Lui, c'est un presque quinquagénaire, très élégant, très séduisant, souvent en costume cravate, bel homme, avec de belles valeurs, une belle mentalité. Et donc, son enfant, c'est Thomas, un petit garçon de 8 ans, qui l'emmène tous les jours à l'école après que Corinne l'ait préparé. Ils habitent dans une jolie villa, un petit peu en retrait, donc comme je te dis, dans le sud. Et c'est des bourgeois, hein, enfin en tout cas embourgeoisés. Et Corinne, c'est sa femme. Corinne, elle a à peine 38 ans, c'est un ancien mannequin. Une femme grande, mince, forcément, qui a donc une très belle ligne, une jolie blonde, mais pas blonde à outrance. Voilà, une femme très élégante. Et sage, finalement, elle a cessé son activité de mannequinat. Et maintenant, elle se consacre à son mari, son enfant. Donc ça fait 12 ans qu'ils sont mariés. Et ils vivent une histoire que tout le monde pourrait envier. Ils ont des moyens. Lui travaille, elle est à la maison, elle s'occupe de son mari, de son enfant, voilà quoi. Et puis bien sûr, elle participe à des associations, elle a ses copines de lycée qui ont pris de l'âge avec elle et elles font des choses ensemble, voilà. Pendant que Mathieu est au travail et le petit Thomas à l'école, Corinne doit se rendre en centre-ville parce qu'elle a des courses à faire et elle a surtout l'anniversaire du petit à préparer pour le week-end suivant. Et donc elle fait ses emplettes et ce jour-là il y a un vent terrible, et elle est là avec ses grands talons, avec tous ses cabas, elle traverse d'une rue à l'autre, d'une boutique à l'autre, jusqu'au moment où elle va se prendre un gadin mémorable, et d'ailleurs elle va se faire mal au genou, et en prenant son gadin, elle fonce sur un jeune homme qui arrive en face, lui avec une pile de livres. Et elle lui tombe dessus pratiquement, hein. Donc lui sur le coup il râle, oh c'est pas vrai, bon sang, mes livres. Elle lui dit excusez-moi, je suis désolée, je me suis entravée, le vent l'a poussé si fort avec ses talons aiguilles, au moment de descendre la marche du trottoir, et ben, elle s'est entravée quoi, et donc elle s'est affalée. Et elle l'aide à ramasser les livres, mais elle a mal au genou parce qu'elle s'est bien blessée. Et lui, finalement, bah, il l'aide à ramasser ses paquets. Hein. Il lui propose de s'asseoir sur le bord de l'escalier et de lui appeler un taxi. Et elle accepte parce que ben, le genou arraché, la chair arrachée, c'est pas grave, mais ça fait mal, c'est désagréable. Et puis, à noter que pour se rendre en centre-ville, elle laisse sa voiture à un certain endroit et puis après elle va prendre le tram pour aller jusqu'au centre-ville. Et donc bien sûr il lui faut un taxi pour retourner au niveau du tram ou voire même directement à la voiture. Et Diego, c'est un jeune homme de 28 ans. Un étalon magnifique, hein, un jeune homme magnifique, très athlétique, pas à outrance, mais très athlétique. Un beau brun, type espagnol, avec le teint mat, les lèvres pulpeuses et les cheveux longs, plus longs que moi en tout cas, des beaux cheveux noirs, il peut les soulever comme ça, enfin bref, il a un charme de dingue. Et donc il a 28 ans, nettement plus jeune que Corinne. Il lui dit... déjà elle est sous le charme. En elle-même, elle se dit waouh, quel bel homme, quel bel homme. Mais bon, Corinne, c'est une femme très sérieuse, très respectueuse de son mariage, de son époux. Et pas timide, mais très réservée. Et il lui dit montez. Hein, il dit j'habite là à côté. Si vous voulez, vous allez dans la salle de bain et puis vous nettoyez ce genou parce que c'est pas beau, quoi. Il dit vous inquiétez pas. J'ai jamais tué personne, j'ai jamais rien fait de mal à personne, vous pouvez monter sans souci. Non, elle dit non. Et puis il lui répond pas, il ouvre la porte, donc il habite dans une espèce d'immeuble
voilà, il va habiter sous les toits, on va dire. Et il ouvre cette porte et il attend. Alors du coup, elle se dit, bon ok, j'y vais. Elle rentre, enfin elle monte chez lui. Et il lui dit, ben, la salle de bain est là-bas, vous allez avoir une petite armoire pharmacie et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez sur nettoyer votre genou. Ben, elle lui dit merci, merci beaucoup. Et il dit, pendant ce temps-là, je fais un café. Il prépare un café pendant qu'elle se nettoie le genou dans la salle de bain. Et quand elle revient, elle découvre une pièce assez insolite où il y a beaucoup de livres dans cette pièce et ça détonne un petit peu avec le personnage. Elle lui dit, vous êtes écrivain? Il lui dit, non, non, je vends des livres. Et puis il rigole un peu. Il dit, en fait, non, non, il dit, c'est pas chez moi. Il dit, mais on me prête cet appartement. Et en fait, c'est un très, très grand appartement. Et il y a énormément de livres, effectivement. Il dit qu'il revend des livres. Et donc, il lui propose le café. Elle lui dit, bah, écoutez, je vous remercie. Si je pouvais téléphoner, ça m'arrangerait. Mais il lui dit, bien sûr, pas de souci. Donc, il lui laisse prendre le téléphone. Elle téléphone à son gamin, à son petit. Donc, qui est certainement rentré, que la nounou a dû aller chercher. Et donc, voilà, elle parle à son petit au téléphone quelques minutes. Et puis après, elle remercie Diego pour le café, pour le pansement au genou, enfin voilà tout ça quoi. Et à l'instant où finalement elle téléphone à son petit, lui il vient, il pose un bloc de glace sur le genou, ça la surprend. Et de voir ce beau jeune homme à ses genoux, c'est qu'à de le dire, elle est assez troublée. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Elle rentre chez elle, elle va pour soigner son genou justement, et le gamin donc, qui est rentré de l'école, pas la nounou, la femme de ménage finalement a eu le réflexe d'aller chercher. Le petit, ouais maman, c'est génial ce que tu as à ton genou. Elle lui dit, oh bah oui tu parles, c'est génial. Elle lui dit, si, je veux prendre des photos. Donc il prend son genou en photo, elle s'amuse avec son gamin. La femme de ménage lui propose un peu de glace à mettre sur le genou parce qu'elle s'est quand même bien amochée. Et voilà. Et donc les heures passent, Mathieu arrive du travail, Mathieu rentre et elle lui explique. Elle est un peu dans les nuages, un peu évasif. Elle lui explique qu'elle elle a fait une chute, et qu'un monsieur l'a ramassée, et que ce monsieur lui a proposé d'appeler un taxi et de mettre un pansement sur son genou. Il lui dit, bah écoute, sympa, on n'a qu'à lui envoyer une bouteille. Et puis, elle se souvient finalement que, juste avant de partir, Diego lui a proposé de prendre un livre. Et c'est un livre qu'elle a déposé à l'entrée, mais dans l'urgence, tu sais, elle savait qu'elle était en retard, que le petit allait avoir besoin d'elle, donc elle a posé le livre comme ça, elle l'a pris et elle l'a posé chez elle, dans l'entrée, elle n'y a pas trop fait attention. Et puis, donc, Mathieu lui dit qu'il faudra envoyer une bouteille à ce monsieur. Et juste avant d'accompagner Thomas pour faire ses devoirs, Mathieu lui dit, mignon ce monsieur. Elle lui dit, t'es bête. Hein. Puis elle sourit, et puis elle reste comme ça, rêvassée sur son lit. Finalement, elle est assez troublée par Diego. C'est un jeune homme, comme je te dis, extrêmement séduisant, hein. Mais en même temps, il est tellement exotique pour elle, tellement différent de ce qu'elle connaît. Bref, quelques jours s'écoulent et elle retrouve ce livre qu'elle a posé à l'entrée au-dessus du vestibule et elle commence à le feuilleter. Et en le feuilletant, il y a une carte qui tombe, c'est une carte où c'est marqué Diego avec le numéro de téléphone. Elle se rend dans un endroit public. Plus tard dans la journée, elle a emmené avec elle ce numéro de téléphone pour appeler Diego. Elle tombe sur le répondeur, elle va pour raccrocher et là elle entend « Allô ?» avec une voix extrêmement suave. « Oui, c'est Corinne, la dame qui vous est tombée dessus lundi. Voilà, je vous appelais pour vous remercier, vous avez été très sympa. » Il lui dit « Viens boire un café. » Elle lui dit « Pardon ?» Il lui dit « Viens boire un café. » Maintenant ? Ben oui, je t'attends. Et là, il raccroche. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, elle est complètement déstabilisée. Elle se marre toute seule. Elle se dit, qu'est-ce que je vais faire? Non, faut pas que je fasse ça.
Elle sent bien qu'elle est trop attirée par cet homme et qu'elle risque de faire des bêtises. Et comme je te dis, elle a du respect pour Mathieu. Elle aime son mari, donc pas question de déraper. Elle se dit non, j'y vais pas. Puis elle revoit, dans son souvenir, elle revoit surtout cette bouche si bien dessinée et ce sourire enjôleur de Diego. Elle se dit j'y vais. Et elle y va. Elle arrive chez lui. Et elle lui dit, bah voilà, je vous ai ramené, elle lui a acheté de la pâtisserie. Voilà, c'est pour vous remercier. Il lui dit, bah écoute, c'est sympa. Il dit, vas-y, pose ton manteau, installe-toi. Alors déjà, il la tutoie. Il lui parle comme s'il la connaissait depuis 10 ans. C'est très perturbant pour elle parce que, comme je te dis, elle est dans un milieu plutôt bourgeois où on a de l'éducation. Et lui, il a un petit côté un peu sauvage, tu vois. Et pendant qu'il lui prépare un café, elle navigue un peu dans la pièce comme ça où il y a tous ses livres et elle tombe sur un livre écrit en braille. Et elle touche comme ça, du bout des doigts, elle touche cette écriture en braille, en relief. Et il arrive derrière elle et il pose sa main sur la sienne et il lui dit que dans le livre, il est écrit des bêtises, quoi, pour la faire rire. Elle rigole et ils rigolent tous les deux. Et puis, sans se regarder, il lui prend la main. Et elle se surprend elle-même, finalement, de ne pas lui lâcher la main. Et elle lui dit, il faut que je rentre, il faut que je rentre. Il lui dit, déjà, t'as même pas bu ton café. Ben, elle lui dit, merci pour le café, mais il lui dit, tu l'as pas bu. Et elle s'en va, elle se dit, non, 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 je vais faire une bêtise, là. Faut que j'arrête mes bêtises, là. Non, non, j'y vais pas. Je rentre chez moi, je sais plus ce que je pense, je sais plus ce que je dis. Son visage est partout. Et comme dirait Edith Piaf, il sent bon le sable chaud, tu vois. Elle rentre chez elle et elle est de plus en plus perturbée. Et Mathieu l'observe. Il trouve qu'il y a quelque chose de différent. Pendant qu'elle fait la vaisselle, elle est là avec la brosse, elle lave la vaisselle, elle lave l'assiette et elle est vraiment absente. Et Mathieu la regarde, il se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas comme d'habitude. Et en fait, elle est extrêmement attirée par ce jeune homme et il a envahi totalement son esprit. Il lui plaît tellement, il est tellement différent de ce qu'elle connaît qu'elle ne cesse de penser à lui du matin au soir. Les jours passent et puis elle décide d'y retourner. C'est plus fort qu'elle. Elle est attirée, aimantée. Hein. Tu connais la vie, tu sais ce que c'est. Et donc, elle lui retéléphone et elle y retourne. Et lui, bien sûr, il lui dit, bah viens. Et donc, il l'attend. Et elle lui emmène encore des pâtisseries. Et ben, il lui dit merci. Et puis là, il laisse jouer une musique sur le tourne-disque. Une musique qui vient d'Afrique, une musique très, très suave, très slow. Il lui dit, viens, on danse. Elle lui dit maintenant, non, 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 mais elle dit, j'ai fait une bêtise, je devrais rentrer. Et elle est complètement troublée. Et Diego, tu penses bien qu'il a l'habitude des femmes. Et il a bien compris qu'il appuie sur le bouton et c'est bon, quoi. Et du coup, il la prend par la main et il la fait danser, une espèce de slow. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'ils dansent, qu'ils tournent, tous les deux, ils se rapprochent d'elle, hein, le souffle dans le cou, je te fais pas un dessin. Et elle se dit non, voilà, non, elle dit j'y vais. Elle dit ça se fera pas. Elle dit je peux pas. Il lui dit comme tu veux, je force personne. Hein. Et donc elle dit j'y vais. Et lui il rigole parce qu'elle prend la mauvaise direction. Et elle revient dans la pièce et elle lui dit j'ai oublié mon manteau. Donc elle va pour prendre son manteau et là il l'attrape au vol. Il l'attrape au vol, c'est-à-dire il la saisit par la taille, il la soulève, il la porte. Et elle s'enroule littéralement autour de son cou. Elle sent bien qu'elle ne peut plus lui résister. Il l'emmène dans la chambre, il la dépose sur le lit. Il la déshabille lentement. Elle est dans un état de transe totale. Elle tremble comme une feuille. Son esprit lui dit non, fais pas ça, fais pas ça. Et tout son corps, de la pointe des pieds jusqu'au bout des ongles, en passant par tout le reste, elle est littéralement désireuse qu'il la prenne. Elle a une envie folle de faire l'amour avec lui. Et son esprit lui dit non, non, non. Donc elle commence à pleurer, mais il lui dit qu'est-ce qu'il y a et elle pleure, elle rigole, elle suffoque presque. Et ben il lui dit frappe-moi, frappe-moi. Et là il enlève son maillot et il dévoile un corps athlétique, totalement imberbe, ultra bronzé, enfin
un corps magnifique. Elle ne résiste pas, elle lui met 2-3 gifles et puis du coup ça lui permet à lui d'entrer en force, c'est qu'à de le dire. Elle le mord et finalement elle s'abandonne. Elle s'abandonne, elle se laisse faire et il la prend. Et il la prend pendant 2 heures, pendant 3 heures. Et elle oublie carrément qui elle est, elle oublie tout et elle prend un plaisir monstrueux. Et donc quelques heures plus tard, après avoir eu un comportement tout à fait inhabituel, elle se retrouve dans ce train, donc le tram qui la ramène à la voiture. Elle se retrouve dans ce tram et elle est complètement bouleversée. Elle repense, elle revoit tout un tas de scènes de cet après-midi de sexe, cet après-midi si chaud. Elle revoit des scènes, elle revoit sa bouche, elle revoit ses mains, elle se rappelle son odeur, elle se rappelle les sensations, enfin voilà. Et elle se marre et elle pleure, elle ne sait plus où elle en est, elle est complètement perturbée. Elle a même le visage tout abîmé par l'émotion, elle est rouge, elle a les veines qui ressortent au niveau du front, elle est vraiment très perturbée. Et puis, ma foi, elle va rentrer chez elle, hein, voilà, ni vu ni connu. Ça lui permettra, le temps de faire le déplacement, ça lui permettra de se ressaisir un petit peu. Et donc, du coup, elle va rentrer chez elle, voilà, en ayant franchi cette barrière qui, en théorie, est interdite. Les jours passent et progressivement, elle va devenir la maîtresse attitrée de Diego. Elle va le rejoindre 2 après-midi par semaine et passer des après-midi torrides hein, à uniquement faire l'amour. Rares seront les fois où ils iront manger un morceau quelque part, où ils iront voir un film au cinéma. Ils vont passer 2 après-midi par semaine comme des bêtes dans un lit à se donner de l'amour et du plaisir. Seulement Mathieu, c'est pas un gamin. Il connaît sa femme, il connaît la vie. Sa femme est une femme extrêmement sexy, extrêmement séduisante, pas vulgaire du tout, très classe, très chic. Et puis, petit à petit, il s'aperçoit qu'elle achète de nouveaux escarpins. Elle achète de nouveaux sous-vêtements, de dentelle noire et rouge. Il y a encore les étiquettes, hein, il les voit sur la chaise dans la chambre, il se dit, c'est étrange. Mais bon, il veut pas se poser plus de questions. Et plus les jours passent, et plus elle prend une espèce de distance avec Mathieu, parce que c'est plus fort qu'elle. Elle n'a de désir que pour Diego. Elle est dans une espèce de routine au bout de 12 ans avec son mari pourtant qu'elle aime. Et elle va devenir de plus en plus distante. Plus le temps passe, plus il s'aperçoit qu'elle achète des sous-vêtements, des choses comme ça, et il se dit c'est pas normal. Plus elle est distante, plus il se dit elle ne m'aime plus. Et à un moment, il lui dit, un soir, elle va vers lui parce qu'il travaille dans le noir, on va dire, sur son bureau, sur l'ordinateur. Elle allume la lumière, elle lui dit t'as besoin de rien. Il dit non, non, c'est bon, merci. Et puis elle s'en va et elle réteint la lumière. Il dit mais qu'est-ce qu'elle a, elle est carrément absente, quoi. Elle est pas là, quoi. Il est pas fou. Il se rend bien compte qu'il y a quelque chose. Il la rappelle et il lui dit tu m'aimes? Elle lui dit mais oui, quelle question. Et là, elle s'en va tout de suite comme ça. Elle est gênée en fait, elle est gênée, elle n'arrive même plus à le regarder en face. Parce que c'est pas une femme qui a l'habitude de faire ce genre de choses. Et elle est hantée par Diego du matin au soir, elle pense qu'à lui, elle pense qu'à faire l'amour avec lui. Et elle n'arrive plus à s'approcher de son mari. Un soir, elle prend un bain moussant, et Mathieu veut la rejoindre dans le bain, il lui dit je peux, elle lui dit oui, oui, tu peux. Il lui emmène un verre de whisky. Il se déshabille, il se met dans le bain avec elle et il essaye de la caresser et elle peut pas. Elle n'arrive pas à se donner à son mari sous prétexte que bon bah ça fait un moment qu'elle est dans le bain, elle a froid et elle va se coucher. Et là Mathieu commence à se dire que là il y a quelque chose. Elle le repousse, c'est pas normal. En temps normal ils ont des rapports très fréquents et ça se passe très bien. Et jusqu'à maintenant et depuis 12 ans tout semblait être pour le mieux et dans la vie au quotidien et dans la nuit, tout se passait bien pour eux. Et là, tout à coup, elle veut plus. Elle esquive. Mathieu finit par se dire qu'il faut savoir ce qui se passe.
Et c'est un homme, comme je te dis, c'est un homme d'affaires, c'est un homme qui a créé une grande entreprise. Et bien sûr, comme beaucoup dans ces cas-là, il a un détective privé. Il connaît un détective qui a déjà eu des missions pour lui. Et il fait appel à lui. Et il lui demande, est-ce que vous acceptez de surveiller ma femme, de me dire sur une semaine ce qu'elle fait. Le détective, bien sûr, accepte la mission. Et plus le temps passe, plus Corinne est complètement désarçonnée, déboussolée. Elle a plus du tout le même comportement, en fait. Et un jour qu'elle se rend chez Diego, juste avant d'entrer dans l'immeuble où habite Diego, bim, elle tombe sur ses deux copines d'association. Copines de quartier, d'association, et les filles, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben écoute, j'étais en train de chercher un magasin là pour mes nouveaux rideaux. Bah écoute, viens boire un café avec nous, on va se prendre une petite glace. Et là, elle se dit, mince, putain, je devais aller voir Diego. Bon, ben, elle n'a pas le choix, elle ne peut pas faire autrement. Et donc, elle va boire un café avec les filles. Elle va manger une glace, voilà, dans un petit troquet, pas bien loin de l'immeuble à Diego. Excusez-moi les filles, j'ai un petit coup de fil à donner. Pas de problème. Les autres, elles se disent entre elles, enfin les deux filles, enfin les deux femmes plutôt, se disent entre elles, non, mais tu crois qu'elle a fait faire de la chirurgie? Non, je pense pas. Oh, elle a même pas pris 5 kilos depuis le lycée, quoi. T'as vu comme elle est belle? Ah, ça c'est sûr qu'elle est belle, elle est plus belle que nous, hein. Elle a pas de ventre, elle a des fesses magnifiques. Moi, elle m'énerve. Donc elles discutent entre elles comme ça, et pendant ce temps-là, Corinne est partie téléphoner à Diego pour lui dire, écoute, je suis coincée, je viens de croiser deux collègues de l'association. Je peux pas venir, elles me sont tombées dessus, je peux pas venir. Il lui dit, t'es où? Elle lui dit, bah dans le café, juste en bas, là, on prend un petit crème avec une glace. Pas de souci. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Elle retourne vers ses copines, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah il vient. Il se met au comptoir, il boit un café. Et les filles, ouah, t'as vu le mec qui est rentré, comment il est beau! Et Corinne, non, ça, donc discrètement. Oh bah elle dit, excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Et puis, bon, les deux autres, pendant ce temps-là, discutent. Elle va aux toilettes et Diego la rejoint. Ils vont, donc c'est une grande brasserie. Et donc, il y a de grandes toilettes. Et donc, il va la prendre. Il va la prendre comme ça. Il lui soulève la jupe, il lui enlève la culotte et il la prend comme ça contre le mur, dans les cabinets. Et elle a un plaisir pas possible. Et ça dure que quelques minutes. Elle a le temps de revenir vers ses copines à table. Et sa copine lui dit, bah, t'as un bouton de défait là de ta robe. Oh, excuse-moi, voilà. Elle est complètement troublée. Elle a les joues rouges, on voit bien que... Mais bon, les copines ne voient rien. Et puis... là, une de ses copines dit, ça c'est un gars, en parlant de l'étalon, donc de Diego, qui passe et qui s'en va maintenant. Elle dit ça, tu vois, c'est le genre de gars hyper dangereux. Alors les deux autres disent, dont Corinne dit, pourquoi? Elle dit, vous savez pas ce que c'est. Elle dit, c'est le genre de truc à pas faire. Hein. C'est le genre de gars qui te fait sombrer, même si t'es marié, même si t'es heureuse en amour, ça te fait sombrer, mais une fois que ton mariage est foutu, il est bien foutu. Et là, Corinne et l'autre copine se regardent en se disant, elle a donc fauté il y a quelques années en arrière. Et donc, elle leur raconte, effectivement, qu'elle a une histoire. Et ça fait cogiter Corinne. Parce que l'autre lui dit, à un moment, il y a tout le temps quelqu'un qui souffre. Donc, de toute façon, quand tu pars dans ce délire, tu as peut-être du plaisir pendant un temps, mais après, de toute façon, tu vas en payer le prix cher. Tu vas en payer le prix fort. Et là, Corinne se dit, elle commence à réfléchir. Elle se dit, je suis peut-être bien en train de foutre mon mariage en l'air. Et j'aime Mathieu, je ne veux pas le perdre. Et je ne peux pas me passer de Diego, mais comment je vais faire, voilà, où tout ça me mène, quoi. Elle réfléchit de plus en plus. Et pendant ce temps-là, Mathieu a un nouveau rendez-vous avec son détective. Et là, le détective lui emmène une enveloppe avec une dizaine de photos. Une dizaine de photos de Corinne et de Diego. Et là... il est sans voix, il est complètement bouleversé de voir sa femme qui rentre dans cet immeuble. Et quand elle redescend de l'immeuble sur certaines photos, il y a ce jeune homme qui l'embrasse. À un moment, on les voit même dans la rue. Le détective lui dit, oui, c'est le seul jour où ils sont sortis au cinéma. Sinon, voilà quoi, ils sortent jamais. Et 2 fois par semaine, elle se rend chez lui pendant 3 heures. Et là, Mathieu, il est sidéré. Il est estomaqué.
Il est dans une colère noire et il est obligé de contenir sa colère. Il est obligé, pour le moment en tout cas. Et il va aller rôder. Il va aller rôder devant, parce que bien sûr il a l'adresse, il a tout, il a le nom, voilà. Il sait que Diego s'appelle Diego, il sait où il habite, dans quel immeuble, il sait tout. Le détective est très fort. Et donc il se rend près de l'immeuble de Diego. Sauf que ce jour-là, Corinne a décidé de rompre avec Diego. Donc, elle se dit, je vais pas y aller. Je vais pas y aller, mais ça la met dans un état de larmes, de sanglots, de panique, parce qu'elle se demande comment elle va faire sans lui, quoi. Et en même temps, non, il n'y a pas moyen, elle veut pas perdre son mariage, elle veut pas péter son couple, tu vois. Et mais en même temps, elle a peur. Elle a tellement peur de perdre Diego qu'elle fait demi-tour avec la voiture et hop, elle fonce chez Diego. Et elle est dans sa voiture, elle arrive devant la porte de l'immeuble de Diego. Mathieu n'est pas encore arrivé. Elle arrive devant la porte de l'immeuble de Diego. Et là, on voit Diego qui sort avec une jolie brune. Voilà. Ah là, c'est le coup de massue. C'est le coup de massue pour Corinne qui, elle, a pris tous les risques. Et finalement, ça fait quand même 3 mois que 2 fois par semaine, elle se donne totalement à ce jeune homme. Et elle vit ça comme une histoire d'amour, même si elle sait très bien que c'est complètement insensé. Mais c'est plus fort qu'elle, quoi. Et elle a passé des moments intenses avec lui, très, très intenses. Et du coup, elle décide de les suivre. Et puis, elle va les rattraper. Et finalement, Diego, avec cette jeune femme, se rend dans une bibliothèque. Corinne regarde à travers les livres et elle lui fonce dessus. Elle lui saute littéralement par derrière dessus, elle lui arrache les cheveux. Et donc il lui met une claque et il l'emmène de gré ou de force, il l'emmène dans le... sur le palier de son appartement. L'autre jeune fille, bien sûr, est restée sur place comme de ronde flanc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Il la retrouve, et donc il l'emmène jusque devant son appartement, et ils se disputent, ils se mettent 2-3 baffes, et puis finalement, c'est un petit animal sauvage, lui, hein, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide de la prendre là, comme ça, debout contre le mur, et elle dit non, 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 puis finalement, c'est plus fort qu'elle, elle se laisse faire, parce que elle brûle de désir pour lui, et il la prend comme ça sur le palier, et elle se reconnaît pas, elle en peut plus de se voir vivre ses instincts animaux, alors qu'en fait, elle a une éducation qui, normalement, fait qu'elle n'a pas ce genre de comportement. Mais avec lui, elle peut pas. Et donc, elle se laisse faire. Et en elle-même, elle se dit, c'est la dernière fois. Et elle fait que pleurer, À peine elle a le temps de partir, elle sort de l'immeuble en courant une fois que c'est terminé. Elle sort de l'immeuble en courant et elle fonce à sa voiture. Juste le temps qu'elle parte en voiture, Mathieu arrive. Il sonne. Il arrive à rentrer dans l'immeuble, il sonne. Diego ouvre la porte, il est torse nu, il a juste le temps d'enfiler un manteau. Il lui dit, vous êtes Diego? Ouais. Il dit, je suis le mari de Corinne. Oh là. Et là, Diego, il se dit, les embrouilles commencent. Donc, il se dit, là, soit c'est un pauvre type, soit il vient pour me tuer. Et là, il se sent très très mal. Il dit, vous voulez rentrer? Il dit, oui, je veux bien. Et bien sûr, dans la chambre, les draps sont encore tout chauds de ses ébats avec elle ou avec d'autres. Hein. Et il rentre, voilà, et il lui dit, je vous sers quelque chose. Donc Diego propose une vodka à Mathieu. Et Mathieu commence à poser des questions à Diego. Vous la voyez souvent? Tu dis, bah oui, on est bien ensemble. En fait, il fait que des gaffes, quoi. C'est-à-dire que Diego est jeune, hein, il a 28 ans, il s'en fout un peu royalement, j'ai envie de dire, et elle est belle, elle est bonne, comme dirait l'autre, et du coup, voilà, il s'amuse avec elle. Hein. Pour lui, c'est une bourgeoise qui a besoin de plaisir, et lui, il s'éclate parce que, elle est très appétissante, et puis voilà, il n'a pas d'amour pour elle du tout. Et donc, du coup, bien sûr, il n'est pas très délicat. Et puis, pendant qu'ils discutent comme ça, tous les deux, dans une ambiance extrêmement tendue et délicate, et tendancieuse, pendant ce temps-là, Mathieu va boire un verre, 2 verres, 3 verres. Il n'est pas saoul, mais il n'a pas l'habitude de boire comme ça, donc du coup ça le vrille un petit peu. Et puis il circule comme ça dans l'appartement, Diego le suit, il a repéré le couteau dans la cuisine au cas où il faudrait se défendre. Mais bon, Mathieu semble calme.
Et puis il arrive, c'est une espèce de grand loft, et il arrive dans la zone, on va dire, où il y a le lit. Il dit, c'est là que vous faites ça? Bah, il lui dit oui, la plupart du temps. Et puis il dit, elle a pas l'air de se plaindre. Et là, c'est la phrase de trop, quoi. Mathieu regarde près du lit et il aperçoit une énorme boule. Tu sais, les boules, quand tu les renverses, il y a une neige qui tombe. Et il repère cette boule et il lui dit, qu'est-ce que ça fait là? Bah, il lui dit, c'est un cadeau. Il dit, c'est Corinne qui t'a offert ça? Qui vous a offert ça? Bah, il dit, oui, c'est elle qui me l'a offert. Il dit, je pense pas que c'est une grosse valeur. Mathieu se met à pleurer et dit non, ça n'a pas une valeur financière, mais c'est moi qui lui ai offert quand on est parti à Naples. Il dit c'est moi qui lui ai offert, c'est un cadeau que je lui ai offert. Il dit, et là il s'assoit sur le lit, il prend son visage entre les mains et il se presse le visage. Il dit mais pourquoi elle m'a fait ça, je comprends pas. Et là il a le sang qui monte, quoi. Il devient nerveux, il dit je me sens pas bien, je suis barbouillé, je me sens pas bien. Et l'autre le regarde, il avance un petit peu, il dit ça va pas monsieur? Il dit non, je sais pas, j'arrive plus à respirer, je me sens pas bien. Il a cette boule dans les mains, il réalise que le cadeau que lui-même a fait à sa femme chérie, finalement elle l'a donné à son amant, et c'est là, dans cette pièce sur ce lit, qu'elle fait des galipettes, qu'elle se laisse prendre, alors que lui, il pensait que leur amour était solide. Et là, il a cette boule dans les mains, et il regarde Diego, et il a ce visage qui lui tourne la tête. Ce visage de beau gosse qui lui tourne la tête et il réalise encore et encore que cet homme prend sa femme régulièrement. Et là, il prend la boule, il lui écrase littéralement sur le crâne, il lui fend le crâne, et la boîte crânienne éclate. Et là, t'as tout le sang de Diego qui coule le long du visage. Diego reste debout comme ça, jusqu'au moment où, boum, il tombe par terre, le sang qui gicle. Diego tombe par terre, raide mort. Mathieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il en a tellement, il est tellement en ébullition qu'il en a de la buée dans les lunettes. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il se couche par terre, il regarde par terre, il regarde s'il y a encore un souffle de vie qui sort de la bouche ou du nez de Diego, mais non, rien, les yeux sont grands ouverts, figés, bim, il est mort. Il est raide mort. Le sang s'étale dans la pièce de plus en plus, les 5 litres de sang vont se déverser dans la pièce. Et il est dans tous ses états, et là le téléphone sonne. Bien sûr, il ne répond pas, c'est Corinne. Corinne qui est en larmes, donc il écoute finalement le message qu'elle va laisser. Pardonne-moi, je préfère te quitter, j'aime mon mari, j'en ai marre de lui mentir, je veux pas lui faire de la peine, je me déteste de l'avoir trahi, toi et moi c'était formidable, mais il faut que ça s'arrête. Et elle est en larmes quand elle lui dit ça, il faut que ça s'arrête parce que j'ai un enfant, j'ai une vie de famille et ça n'est plus possible. Et là elle raccroche. Et dans l'esprit de Mathieu, ça fait un détonateur. Il se rend compte que finalement, il l'aime encore, il veut pas la perdre. Il se dit que finalement, elle a des regrets et qu'il va essayer de la sauver. Il va essayer de les sauver, lui et elle. Et ils ont surtout un petit garçon de 8 ans qui a besoin de son père et de sa mère. Et là, il reprend un peu ses esprits et il organise finalement le fait de cacher le corps, le cadavre. Il réalise qu'il ne peut pas laisser le cadavre ici. Et il va enrouler le cadavre, il va tout laver par terre, ça va lui prendre un bon moment. Il va laver par terre, il va enlever le sang, tout ça. Il a pratiquement touché à rien, hormis la boule et le verre, donc bien sûr il essuie. La touche du haut-parleur du téléphone, il essuie. Bref, le peu d'empreintes qu'il a laissé, il peut tout faire disparaître. Et il n'a pas approché physiquement. Il n'a pas approché Diego. Il l'a juste, il lui a fracassé le crâne avec la boîte crânienne, avec la boule, mais en espace de 2-3 coups. C'est une boule énorme et il a tellement frappé fort que voilà quoi. Et donc il récupère le corps, il l'enroule dans un drap blanc où tu vois encore le sang qui coule. Ensuite il l'enroule dans un tapis. Il trouve quelque part dans une pièce un espèce de gros scotch. Hop, il enroule le corps comme ça. Et comme la nuit est presque tombée, va savoir discrètement, il arrive quand même jusqu'à sa voiture avec le cadavre dans le tapis. Et il va laisser le cadavre dans le coffre de la voiture. Il se rend à la kermesse de son fils, puisqu'aujourd'hui il y avait la kermesse de son fils, donc c'était le soir, bien sûr.
Et il se débarbouille, il se lave les mains, bref, il arrive très, très secoué finalement à la kermesse. Il s'assoit à côté de Corinne qui l'attend et qui, elle, déjà a décidé qu'elle arrêtait ses bêtises et qu'elle voulait sauver son couple. Il s'assoit à côté d'elle et quand elle voit son petit gamin déguisé en petit lapin qui chante des chansons avec d'autres enfants et tout ça, elle se marre, elle rigole, mais en même temps elle est bien perturbée et puis elle lui prend la main. Et là, il se dit que pour elle, bah oui, il est capable de tuer un homme. Et finalement, les jours vont passer. Alors non, avant que les jours passent, pendant que elle va dormir, pendant que petit Thomas va dormir en pleine nuit, il va aller dans une décharge assez loin, il va faire une centaine de kilomètres, il va aller dans une décharge assez loin, il va jeter le corps dans la décharge. Et finalement, les jours vont passer, ça va passer inaperçu. Jusqu'au jour où la police débarque chez Corinne en lui demandant si elle connaît Diego. Et ben oui, je lui ai acheté 2-3 livres. Non, parce que la police lui dit parce que votre numéro de téléphone est resté sur sa table de chevet. Mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ben il lui dit il est porté disparu. Ah bon, elle dit je le connais pas tellement, hein. Ben, elle est morte de peur en fait, elle se dit disparu, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et il lui dit oui, sa femme est venue nous prévenir, nous demander de faire une enquête pour le rechercher. Elle dit sa femme. Et là, elle réalise que finalement, Diego, malgré toutes ses maîtresses, ben, c'est un homme marié. Un jeune homme marié. Et comme quoi, on ne connaît pas les gens, même quand on couche avec eux. Et donc, bien. Diego a disparu, Diego est marié. Bonjour la claque. Pendant ce temps-là, pendant que les jours passent, il y a une ambiance extrêmement compliquée entre Mathieu et Corinne. Déjà d'une, elle retrouve chez elle la fameuse boule. Là, elle comprend que Mathieu a été chez Diego. Et elle se dit, oh là là, comment je vais gérer ça, quoi. Un jour, elle emmène à la blanchisserie les chemises et les vestes de costume de Mathieu. Et bien sûr, elle est obligée de vider les poches. Et là, elle retrouve une enveloppe pleine de photos. Les photos de elle et de Diego. Et là, elle se dit, là, je suis foutue. Elle se dit, il va me tuer. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il ne m'a pas encore tué? Mon mariage est foutu. Comment ça se fait que Mathieu a les photos comme ça? Diego a disparu. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et là, elle échafaude tout un tas d'idées plausibles. Elle est terrorisée. Et puis... un soir, ils invitent du monde et elle n'arrête pas de regarder Mathieu en se disant finalement je le connais pas quoi. Et puis elle regarde cette boule tu sais, hein, l'arme du crime en fait, hein, et elle regarde Mathieu et Mathieu baisse les yeux et elle voit dans les yeux de Mathieu des larmes et elle comprend. Elle se dit c'est passé quelque chose. Une fois que les invités sont partis, elle rejoint Mathieu dans le bureau. Ils sont dans une espèce de semi-obscurité. Elle lui dit, Mathieu, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, et toi, salope, qu'est-ce que tu as fait? Et là, elle comprend. Elle comprend qu'il a fait quelque chose, quoi. Elle lui dit, qu'est-ce que tu lui as fait? Il dit, je lui ai tué. Il dit, je l'ai tué pour éviter de te tuer, toi. Il dit, parce que toi, je t'aime encore et pourtant, tu mérites pas mon amour. Et là, elle sort de la pièce, elle est horrifiée, terrifiée. Elle ne sait plus du tout comment se comporter. Finalement, quelques jours plus tard, bien sûr, entre Mathieu et Corinne, l'ambiance est plus que tendue, complice et tendue à la fois. Donc ils savent tous les deux maintenant que effectivement Diego est décédé. Et la police vient les prévenir qu'on a retrouvé le corps. Et finalement la police aura un mal fou à avoir des preuves, à avoir des traces de quoi que ce soit. En même temps, on va découvrir que finalement Diego c'est un petit malfrat, hein, bien sûr, qui faisait un petit trafic de drogue au passage et pas que de livres. Et donc la police n'est pas très... concernés par ce décès. Et puis le temps va passer et finalement Corinne et Mathieu finissent par se parler. Ils s'expliquent les choses mais qu'à demi-mot. Lui il va pas rentrer dans les détails pour lui dire qu'est-ce qu'il a fait exactement, comment ça s'est passé. Il lui explique juste globalement. Et elle pareil, elle va lui expliquer globalement sans bien sûr rentrer dans les détails. Elle a du respect pour lui malgré tout. Et elle ne veut pas le faire souffrir plus que ça. Elle est bien consciente qu'elle a énormément fait souffrir son mari. Et finalement, un soir, ils se retrouvent tous les deux dans la voiture. Le petit dort à l'arrière. Et elle lui dit, et si on vendait la maison?
Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, on vend la maison, on part, je sais pas, on part au Mexique, on fout le camp. On vend et on se refait une vie. Il dit, ça sera rien. Il dit, si je dois être pris, si je dois partir en prison, ben, je partirai en prison. De toute façon, j'ai pas regret parce que je t'aime toujours. Et elle lui dit, moi aussi, je t'aime toujours. Et finalement, ils se disent qu'ils vont attendre. Ils vont attendre. Ils vont attendre, voir si la police les ramène, font des... zut. Ils vont attendre que voir si l'enquête emmène la police jusqu'à eux ou pas. Et tu vas être surpris, mais pour une fois, mon histoire se termine bien, parce que la police n'arrivera jamais jusqu'à eux. Et donc, le drame pour eux, c'est qu'il va falloir qu'ils vivent le reste de leur vie avec ce crime, avec cette histoire morbide. Et finalement, au lieu que cette histoire morbide et que cette tromperie, cette trahison les divise, eh bien, ma foi, ça va renforcer leur amour et ils finiront leur vie ensemble. Voilà. C'est la fin de mon histoire. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, de mettre un petit commentaire. Je te dis à bientôt. Bye bye.